C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Avec aujourd'hui cet enjeu Iran, le cessez-le-feu vole en éclats. Et si tout ça n'avait été qu'un répit très temporaire. Moins de 24 heures après l'annonce du cessez-le-feu, Bahreïn frappé. Le Koweït, 3 centrales électriques des usines de distillation d'eau attaquées. Les Émirats frappés. Et côté Iran, les médias d'État accusent les États-Unis et Israël de frappe contre la raffinerie de pétrole sur l'île de Lavant. Vous allez voir ces images, regardez-les. À quel point est-ce fragile? Un cessez-le-feu boiteux. Il ne s'applique pas au Liban. Israël refuse. Et regardez même ces images. Nous serons sur place. Nos équipes nous parlent et nous montrent le chaos. C'est très dur. Les pires frappes depuis le début de la guerre sont en train de tomber sur le Liban. Pendant ce temps, le président américain parle de victoire totale et complète. Mais victoire totale ou capitulation? Pour certains, Trump a perdu cette guerre moralement, légalement, politiquement, économiquement, sur le plan de la réputation et stratégiquement. Alors examinons tout ça ensemble. Le détroit d'Ormuz, exemple. L'Iran obtient d'en faire un péage XXL à son bénéfice. Sous quelles conditions? Nous vous dirons ce qu'il faut savoir. Et quid du nucléaire? Trump promet aujourd'hui, il y a quelques heures seulement, d'enlever la poussière nucléaire. Mais le peut-il seulement? Les 400 kilos d'uranium semblent intacts. Pour tout vous faire vivre, encore une fois, saluons nos équipes qui sont sur le terrain, qui nous attendent. Nous serons à Washington, nous serons à Beyrouth, nous serons en Israël, nous serons à Doha, on les remercie. Nous serons bien sûr à Téhéran également. Mais donc d'abord, regardez l'accélération de l'histoire, encore une fois, à quel point ce cessez-le-feu peut exploser en vol à tout instant. Est-ce même déjà le cas? Écoutez, regardez. Les Iraniens ont accepté d'ouvrir le détroit. Les États-Unis ont accepté de cesser les attaques. Et non seulement les États-Unis, mais aussi nos alliés ont accepté d'arrêter les frappes. Et c'est sur cette base que repose la fragile trêve dont nous disposons, qui a maintenant entre 8 et 12 heures d'existence. Aux guerriers de l'opération Epic Fury, je tiens à dire bravo. Grâce à votre détermination, vos compétences, votre courage et à votre cran, vous avez montré au monde entier ce qu'est l'Amérique. Je suis fier de vous, nous sommes fiers de vous. Le président est fier de vous. Beau travail, mais restez vigilants et restez prêts. Nous avons le doigt sur la gâchette. Et la moindre erreur de la part de l'ennemi sera punie avec toute la rigueur nécessaire. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'être sur ce plateau avec Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous encore une fois. Vous êtes maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours et spécialiste défense et sécurité. Bonjour Magali Barthès, merci également d'être avec nous sur ce plateau. Éditorialiste international LCI. Bonjour Colonel Perneuil-Young. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant défense et géopolitique LCI. Bonjour Lucas Manger, ravi de vous retrouver bien sûr. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Et dans quelques instants, nous serons rejoints par Jean-François Colossimo sur ce plateau. Mais d'abord, regardez ces images, comme elles sont fortes ces dernières heures. On parle désormais des frappes les plus puissantes, je vous le disais, sur le Liban depuis le début de la guerre. Des frappes aériennes extrêmement puissantes. L'un des premiers à nous avoir parlé de chaos, à avoir utilisé ce mot, c'est vous, Arthur Saradin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes au cœur de Beyrouth. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous montrer précisément ce que vous voyez et ce que vous vivez même? Oui, alors, pour vous expliquer, en ce moment, je suis dans un quartier, qui est un quartier plutôt huppé de la capitale, qui s'appelle Ras Beyrouth, et qui, comme tous les quartiers aujourd'hui de la ville, a été frappé par des bombardements israéliens. Donc, vous en voyez un derrière moi, sur un immeuble ici, qui est partiellement éventré. Vous voyez les secouristes qui sont en train de fouiller les décombres. La réalité, c'est que dans cet immeuble, ils ont trouvé pour l'instant le corps de 3 femmes, sont à la recherche de celui d'un homme qui serait à cet étage où on les voit s'affairer. Moi, je me trouve dans l'appartement voisin d'une famille qui m'a laissé rentrer. Et vous voyez, avant, ici, c'était une fenêtre. Tout autour, vous voyez les destructions des toits. Cela dit, la famille a beaucoup nettoyé, a retiré le cadran des vitres, a essayé de passer le balai parce que on a un peu de la poussière dans les yeux partout aujourd'hui dans la capitale qui est vraiment enfumée et où les parpaings ont laissé s'échapper vraiment beaucoup de poussière. Ces familles ici, elles sont déjà déplacées du sud du Liban. Elles sont à leur appartement familial et elles ne savent pas ce qu'elles vont faire plus tard parce que ce quartier qui avait été épargné par toutes les guerres au Liban a aujourd'hui été touché par une frappe qui est tout à fait inédite. Et donc, ces familles, comme à peu près tous les civils libanais, se demandent s'ils vont devoir rester ou partir et s'il faudra partir, où il faudra partir parce que
La difficulté aujourd'hui pour les Libanais, c'est en fait d'arbitrer entre des zones qui finalement pourraient tout être la cible de bombardement. Et c'est peut-être le plus difficile de faire de choix avec le très peu d'informations qu'ils ont autour de cette guerre qui semble s'accélérer. Arthur Saradin, on reste un tout petit peu, si vous le voulez bien, encore avec vous. Magali Barthès a une question pour vous. Allez-y, Magali. Oui, Arthur, deux questions rapides. Est-ce qu'il y avait eu des appels à évacuer ? La population civile a-t-elle eu le temps d'évacuer ? Et est-ce qu'on sait évidemment ce que visaient les Israéliens ? Parce que c'est ça la question. Quand on voit ces frappes extrêmement massives, est-ce que ce sont des éliminations ciblées ? Qu'est-ce qui était visé ? Alors pour les ordres d'évacuation, non. Depuis le début de la guerre, on a 3 types d'ordres d'évacuation. Les ordres d'évacuation très ciblés. On en a eu un, par exemple, ce matin dans la ville de Tyr, un immeuble désigné comme zone rouge et toute une population qui doit évacuer sur les 300 mètres qui entourent cet immeuble. Après, on a les ordres de déplacement forcé. C'est des ordres qui sont beaucoup plus indiscriminés. C'est des zones entières qui concernent parfois 10 à 14% du territoire libanais. Et aujourd'hui, c'est toute la région sous le fleuve Zahrani, sous le fleuve Litani, toute la banlieue sud de Beyrouth, qui est la cible d'ordre indiscriminé de déplacement de ces populations. Et puis, on a les frappes comme celle-ci, qui sont des frappes sans avertissement. C'est souvent le cas pour les assassinats ciblés. On a compté plus d'une centaine de frappes aujourd'hui à Beyrouth. Difficile pour nous de savoir qui ont été les cibles dans chacune de ces frappes. Difficile de savoir qui était visé. Difficile de savoir s'il s'agit d'une opération pour éliminer un maximum de cadres du Hezbollah. Si c'est une opération pour pouvoir revendiquer avec un chiffre très impressionnant. L'armée israélienne a immédiatement communiqué dessus 100 bâtiments ciblés en 10 minutes. Est-ce que c'est un chiffre pour pouvoir justifier d'un but de guerre abouti au terme d'un conflit où finalement les objectifs militaires étaient très flous et les résultats sont ceux d'un Hezbollah qui est encore actif et qui a réussi à prouver sa capacité militaire? Toutes ces questions, eh bien, les Libanais se les posent aujourd'hui parce que, en fonction de la réponse qu'on leur donne, on n'imagine pas le même scénario de lendemain pour le Liban. Merci infiniment Arthur Saradin, correspondant LCI depuis Beyrouth. On se retrouve un peu plus tard dans cette émission et bien sûr s'il se passe quoi que ce soit, vous revenez vers nous et nous reviendrons vers vous à notre tour. Avant de retrouver la Maison Blanche, vous savez très bien que la grande question qui s'impose ces dernières heures, parce qu'il y a un tableau global, on va le voir, des frappes sur les monarchies du Golfe, des frappes également de l'Iran. Est-ce que le Liban peut être le déclencheur de la fin du cessez-le-feu, moins de 24 heures avant que ça peut l'être. Annoncé? Oui, ça peut l'être d'une certaine manière. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé cet après-midi son homologue pakistanais, donc les Pakistanais qui sont visiblement au cœur de ce cessez-le-feu et du respect de ce cessez-le-feu, pour dire à partir du moment où le Liban est attaqué de cette manière, pour nous, il y a rupture du cessez-le-feu. Alors, c'est une voie en Iran. Je dis pas que l'information qui est donnée là, le ministre des Affaires étrangères, on ne sait pas exactement qui dirige quoi en Iran aujourd'hui et qui a signé ce cessez-le-feu, s'il a été signé. Mais en tout cas, ça pose de sérieux problèmes. Après, Israël a dit, dès l'annonce de Donald Trump, que le Liban n'entrait pas dans l'accord. Mais est-ce qu'il y a dissension? Ça, c'est Sonia Dridi qui le sait beaucoup mieux que nous. Est-ce qu'il y a des dissensions au sein même de l'administration américaine sur est-ce que le Liban rentre ou pas dans l'accord? Transition parfaite, formidable, puisque effectivement nous attend depuis la Maison Blanche Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous, Sonia, encore une fois, correspondante accréditée à la Maison Blanche. Donald Trump, il a réagi au sujet du Liban. Ça vient de tomber, hein. Oui, tout à fait. Il y a peu de temps, une journaliste de PBS l'a appelé au téléphone et elle lui a posé la question donc de ces frappes israéliennes au Liban. Il a répondu que le Liban ne faisait pas partie de l'accord, qu'elle devrait le savoir, et il a ajouté c'est en raison du Hezbollah. Et donc pour Donald Trump, a priori, eh bien cela ne va pas remettre en cause ce cessez-le-feu. Et il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a également déclaré à un journaliste que le Liban ne faisait pas partie de cet accord de cessez-le-feu. Caroline Leavitt qui va s'exprimer d'ici quelques heures depuis cette salle de presse de la Maison Blanche. On pourrait en savoir plus, notamment sur des négociations, des discussions en personne, parce que le Premier ministre pakistanais a déclaré qu'elles auront bien lieu ce vendredi à Islamabad avec la présence de la délégation américaine. Et cela vient aussi d'être confirmé par Donald Trump qui a déclaré au New York Post que ces discussions auraient lieu bientôt. Donc, il n'a pas confirmé que ce serait vendredi, mais il a dit très bientôt. Et il a assuré que seront présents Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et également Jared Kushner. À propos du vice-président J.D. Vance, il a dit peut-être, mais je ne suis pas sûr pour des raisons de sécurité.
Merci Sonia. On se retrouve dans quelques instants. On va rester ensemble. C'est important ce qui va se passer maintenant du côté de la Maison Blanche. On se réveille, on prend les informations et on fait l'état des lieux de ce qui est en train de se passer. Les images sont fortes. Il n'y a pas que les images du Liban. Je vous le disais en introduction, les monarchies du Golfe ont été également sous le feu des frappes ces dernières heures. Bahreïn frappé, Émirats frappés. Le Koweït affirme que plusieurs sites pétroliers et électriques ont été frappés malgré le cessez-le-feu. Et l'Iran dit de son côté subir des attaques contre la raffinerie de pétrole sur l'île de Lavant. Vous voyez ces quelques images. En retour, l'Iran promet de punir Israël. Vous comprenez là l'escalade, vous le voyez, l'engrenage à nouveau enclenché. D'ailleurs, c'est comme ça que vous le verbalisez, colonel. Oui. On est reparti, l'engrenage est reparti. Est-ce que pour vous, le cessez-le-feu est déjà mort en réalité ? Non, je ne crois pas. Pour le coup, vraiment, je ne crois pas, parce que les Américains ont tellement besoin d'avoir des bonnes nouvelles qui vont en fait, comment dire, peindre en rose toute cette opération qui est extrêmement trouble. En même temps, vous savez, quand il y a un cessez-le-feu, il y a toujours une latence, il y a toujours un certain temps avant que ça se stabilise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez que les Américains mènent des opérations avec les Israéliens depuis 1 mois et demi. En gros, exactement 40 jours. En fait, il faut savoir que dans les états-majors, ils sont mixés. Très concrètement, vous avez des officiers de liaison israéliens avec les Américains avec les Israéliens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la planification qui a été faite, il y avait une planification américaine pour tirer sur l'Iran cette nuit. Il y avait une planification israélienne pour tirer sur le Liban cette nuit. En fait, les Américains ont dit stop à 2h du matin et les Israéliens ont dit go à 2h du matin. Et en fait, les Américains connaissaient exactement les cibles, puisque le ciblage, c'est quelque chose qui se partage entre les alliés. Donc en fait, c'est extrêmement trouble. Bien évidemment, les Américains étaient au courant des opérations qui allaient se monter. Alors j'ai pas dit qu'ils avaient donné le feu vert, mais ils étaient au courant de l'opération et ils ont évidemment rien dit. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que les Iraniens continuent de tirer des drones sur l'Arabie Saoudite. Donc en fait, on voit bien que c'est quasiment une espèce de, c'est lycée de Versailles, hein, c'est un coup l'un, un coup l'autre, et puis voilà. Donc encore une fois, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Laissons passer quelques heures. Je pense que quand on raisonne à chaud ce genre d'opération, c'est impossible d'avoir une vision claire. On va voir ce qu'ils vont se dire dans les heures qui viennent. Les Trump est très important, les Iraniens sont très importants, et les Pakistanais sont très importants. C'est vrai. Alors justement, les Pakistanais, l'agence de presse iranienne Fars, qui cite un responsable iranien non identifié, on le précise, relayé par Reuters. Il faut donner toutes les sources parce que chaque information compte, tout est extrêmement sensible. Selon cette information, l'Iran considérerait de relancer les attaques contre Israël en réponse à ce qu'il considère comme, vous le voyez là, des violations de cessez-le-feu temporaire au Liban. Et l'Iran évoque avec le médiateur pakistanais ces violations de cessez-le-feu. Encore une fois, pardon, j'insiste, mais on croit encore à un cessez-le-feu ? Je sais qu'il ne faut pas réagir tout à fait à chaud, mais vous savez très bien que beaucoup nous regardent en se disant, pardon, on nous parle de cessez-le-feu et ça frappe dans tous les sens. Alors, je rejoins le colonel. Ça prend du temps, surtout quand on a parlé beaucoup de cet commandement un peu en mosaïque où vous pouvez avoir des régions qui peut-être n'ont pas eu de nouvelles, quand même, dans un pays comme l'Iran. Par contre, cette question de frapper encore à les pays du Golfe, il faut, quand on regarde le message de Trump sur Truth Social, il parle en son nom et au nom des pays du Golfe. C'est assez intéressant son message. Ce qui implique quand même une protection de ces pays-là. Si ça continue de frapper, effectivement, un cessez-le-feu. Si on arrive à demain et l'Arabie Saoudite et le Koweït sont encore des cibles, il y a quand même des questions de se poser, sachant aussi que au mois de mars, quand les Iraniens ont dit quelles sont les conditions de cessez-le-feu, en dehors du fait qu'ils voulaient un paix permanent et pas un cessez-le-feu, la question du Hezbollah a été au centre. Donc, le fait d'hier, justement, que le Hezbollah n'était pas inclus dans en tout cas la copie américaine, ce qu'on a entendu, pose quand même des questions sur est-ce qu'ils sont sur la même page en même temps. Non, et ça, c'est difficile de le savoir. Ouais. Sûr que non. Très compliqué. C'est sûr que non. Je reviens vers vous, vous levez le doigt, c'est très poli de votre part, je le souligne, mais moi aussi je le fais pour retourner auprès de Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, Sonia. Nous, on a vraiment cette sensation que le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil, mais est-ce que pour vous, les États-Unis sont prêts effectivement à tout moment à reprendre les frappes ? Alors pour l'instant, on sent une administration presque soulagée de voir ce cessez-le-feu être mis en place. On sait que ce soit Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, ou J.D. Vance, le vice-président, ils ont poussé le président à trouver un accord. On sait qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part de Steve Witkoff ce lundi lorsque les discussions étaient en cours avant que ce cessez-le-feu soit approuvé par les différents partis. Et ce qui était frappant tout à l'heure lors de la conférence
conférence de presse du secrétaire à la défense et du chef d'état-major des armées, Dan Kane, eh bien, c'était de voir qu'il parlait de cette guerre au passé. Il parlait de l'opération Epic Fury, Fureur épique au passé. Ça a été vraiment noté aussi par les observateurs ici à Washington. Pete Hegseth qui a notamment déclaré le rôle du Pentagone, enfin le Pentagone a joué son rôle, on reste en stand-by, donc on reste disponible si besoin, mais on a l'impression qu'ils ont vraiment envie d'aller vers un accord, de trouver un accord dans ces 2 semaines, même si le vice-président a dit que cela restait une trêve fragile, parce que cela leur permettrait de clamer victoire, de dire que ils ont rempli tous les objectifs militaires, même s'il reste beaucoup de questions, notamment sur l'uranium enrichi en Iran, et de tenir surtout la date qu'avait donnée Donald Trump, le calendrier d'une résolution d'une guerre dans les 6 semaines. Donc, du côté de la Maison-Blanche, on a l'impression qu'il y a une vraie volonté de trouver un accord dans les 2 semaines. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Encore une fois, on se retrouve un peu plus tard. Bon courage à vous. Petite question d'abord, colonel. Les États-Unis ont gardé l'ensemble du dispositif de l'arsenal américain sur place. S'ils décidaient d'y retourner, ils ont tous les moyens à disposition. Ça peut se faire très rapidement. Et plus loin que ça. Les montées en puissance continuent. Les bateaux sont partis, ils vont arriver. Donc ça va durer pendant un certain nombre de semaines. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si ça se transforme, si le cessez-le-feu vole en éclats, comme vous le dites dans votre titre, bien évidemment, ils appuient sur le bouton et c'est parti. Mais encore une fois, je rejoins votre correspondante à Washington. On sent pas du tout du côté des États-Unis une velléité en fait, il y a un énorme ouf de soulagement et ils sont très contents que ça se passe comme ça. En fait, les Iraniens qui mènent le bal, puisqu'en même temps, ils attaquent les pays du Golfe, ils attaquent l'Arabie Saoudite et en même temps, il disent voilà, il y a une rupture du cessez-le-feu par les Israéliens au Liban. Donc il y a des ambiguïtés qu'il faudra lever, mais je pense que les Américains, à l'heure où on parle, ils sont prêts à intervenir, mais pas plus que ça. Et il y a du côté israélien une volonté, j'ai l'impression, d'aller le plus vite et le plus fort possible en craignant que les Américains n'appuient sur le frein. C'est-à-dire qu'on sent dans cette opération, alors elle a sans doute été planifiée il y a pas mal de temps, ça se décide pas comme ça en quelques minutes, mais le fait qu'il y ait une centaine de cibles attaquées et les images qu'on voit à Beyrouth et des frappes sur peut-être des dirigeants du Hezbollah, des caches du Hezbollah en tout cas, et essayer de montrer la puissance de feu israélienne rapidement, parce que je pense que Benjamin Netanyahou se dit je risque d'être freiné dans les jours qui viennent par les Américains qui vont dire ça suffit, il faut calmer la région. Or c'est une fuite en avant des Israéliens là aujourd'hui, mais qui ressemble un peu à une action d'urgence avant que Trump ne dise aux Israéliens ce qu'il avait fait au mois de juin. Au mois de juin, il avait dit aux Israéliens maintenant vous arrêtez. Alors, en tout cas, aux dernières nouvelles, Donald Trump, il assumait, revendiquait une victoire totale, une victoire complète dans la configuration. Est-ce que cette victoire est elle aussi en train d'exploser en vol? C'était Hegseth un peu plus tôt dans la journée, puis Hegseth qui parlait de Trump qui écrit l'histoire en Iran, la victoire avec un grand V, disait-il, mais regardons les objectifs. Les objectifs américains dès le départ. La semaine dernière, on vous montrait cette petite synthèse faite par le New York Times qui nous rappelait les 5 objectifs et qui disait, destruction de la marine, ok, destruction du programme de missiles, bien non, les proxys, non, le nucléaire, non, on va en reparler, Lucas, changement de régime, non, c'était il y a 6 jours. En 6 jours, le président américain a-t-il pu rattraper ses objectifs? Le régime a changé. Le régime a changé. C'est plus un régime religieux, c'est une dictature militaire. Donc le régime a changé, pas comme il l'imaginait. Et pas dans le bon sens nécessairement. C'est un point sur lequel nous reviendrons également. On s'arrête sur le nucléaire ensemble, Lucas Manger, parce qu'il faut le dire, il parle du nucléaire, il dit qu'il promet d'enlever la poussière nucléaire, le président américain cet après-midi. Alors quid de l'uranium? On se pose la question. Lucas, de quelles infos dispose-t-on sur l'état du nucléaire iranien à l'issue de cette guerre? On sait qu'il y a, on sait que les fameux 440 kilos d'uranium enrichi qui sont nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire sont encore en Iran. 440 kilos, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui reste, on va dire, de ce qui s'est passé au mois de juin. C'était l'un des objectifs principaux de l'armée américaine et israélienne. On sait qu'ils sont toujours enfouis en Iran. D'après le patron de l'AIEA, qui est quand même l'une des personnalités les mieux renseignées dans le monde sur ces questions nucléaires et d'uranium, il y a 2 sites possibles. C'est les sites dont on a beaucoup parlé ici. Ils ont beaucoup été bombardés. Natanz et la ville d'Ispahan, à côté de la ville d'Ispahan. Donc Natanz ici et Ispahan ici. Et là, c'est-à-dire le centre de l'Iran. Mais il y a d'autres endroits possibles, les centrales de Boucher, d'Arkadan. Il y a d'autres lieux possibles où l'Iran a pu les stocker. Il faut rappeler que ces fameux 440 kilos d'uranium, ça tient dans 2 camionnettes. Donc ça peut être enfoui
extrêmement profondément. On sait que les Iraniens ont la capacité, et l'ont prouvé, d'enfouir non seulement des missiles, des réserves d'armes, mais probablement ces réserves d'uranium. Donald Trump, vous avez fait référence, a dit ça a été réduit en poussière par nos bombardiers B-2, sauf qu'il dit on ira avec les Iraniens, c'est là où ça devient compliqué dans l'esprit de Donald Trump, on ira avec les Iraniens chercher cette poussière, mais alors où ? Dans des installations complètement souterraines qui sont peut-être à des centaines de mètres sous terre. C'est toute la question, c'est absolument pas, cette partie-là n'est absolument pas terminée, et vous le disiez, cet objectif n'est pas rempli. Pour le moment, les Iraniens ont toujours la capacité. Ça, ce sont une usine d'enrichissement, ce sont des images de synthèse de l'armée israélienne, hein, c'est important de le noter, avec des fameuses centrifugeuses. Il faut savoir que les Iraniens avaient des milliers de centrifugeuses, mais il en suffit de 200 pour enrichir l'uranium, le passer de 60 à 90%, sans rentrer dans les détails, et être en capacité de fabriquer une bombe nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, le régime militaire iranien, aujourd'hui, a toujours cette capacité. Merci beaucoup, Lucas Manger. Donc, on est loin de Donald Trump qui promet d'enlever la poussière nucléaire. Est-ce que c'est la preuve, Elisabeth Shepard-Selam, est-ce que c'est la preuve, selon vous, que tout ça n'est pas tenable, que tout ça n'est pas viable? Quand on prend le tableau général, c'est le chaos à Beyrouth. On refrappe dans la région. Les objectifs ne semblent pas tous atteints. Est-ce que pour vous, c'est la preuve que tout ça ne tient pas et ne tiendra pas au-delà des 15 jours annoncés? En tout cas, si on regarde les 10 points et les 15 points de chaque côté, chez les Iraniens et chez les Américains, et le besoin notamment pour les pays du Golfe et Israël de retrouver une sécurité. Parce qu'on est aussi aujourd'hui, si on sort avec un Iran qui est renforcé, et qui n'est pas encadré, en quelque sorte, pour la région. Je ne parle pas pour les États-Unis, mais pour la région, c'est très problématique. Ils sont, notamment pour les pays du Golfe, sont dans une situation d'insécurité beaucoup plus importante qu'avant. Pour les Israéliens, c'est autre chose. Ils ont l'habitude, ils sont en guerre depuis leur création, ça peut passer. Mais pour les pays du Golfe, s'il n'y a pas des garanties de sécurité, on est vraiment pas sortis de la situation. On ne peut pas les laisser au merci des Iraniens, et c'est des grands alliés quand même des Américains. Donc s'ils ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs alliés à la sortie de tout ça, c'est un problème pour la puissance américaine et sa projection. Ceux qui célèbrent un triomphe, ce sont les Iraniens, qui, à coup d'images de propagande de leur côté, essayent de tirer, bien sûr, bénéfice de la séquence. Je ne sais pas si on peut voir les images de célébration, d'images de propagande, qui ne sont pas donc les images de Pitexet, mais voilà celle-ci. Du côté de Téhéran, encore cette nuit, on a vu une très grande mobilisation du régime et d'appel à la population. Voilà ces images. Puis regardez, écoutez cette séquence. Qui a dit que la guerre était finie? Elle va continuer. Je jure par Allah qu'elle va continuer. Ceux qui pensent que la guerre ne se résume qu'à des tirs de missiles n'expriment que leurs propres désirs. La guerre continue chaque jour. On ne peut pas faire confiance à l'Amérique tant qu'une résolution du Conseil de sécurité n'aura pas été adoptée et que les réparations n'auront pas été versées. On ne pourra pas lui faire confiance du tout. Alors il faut comprendre qu'on n'est pas à la fin de la guerre, on est peut-être qu'au début de discussion et d'un nouveau cycle. Et je sais que c'est pas noir ou blanc et on n'est pas dans un monde tout à fait binaire, mais qui, selon vous, Magali, la question est difficile, mais a pris le dessus dans le rapport de force, qui s'engage en fait et qui va se poursuivre autour d'une table potentiellement dans les prochaines heures? Mais il est certain que l'Iran a tenu tête en fait, a tenu tête aux États-Unis et à Israël, et donc rien que par le fait que le régime est toujours là, même si en effet c'est plus le même, qu'il a été décapité, mais il est toujours là et c'est lui qui va aller à la table des discussions. À partir du moment où il est encore en place, il a d'une certaine manière tenu en échec et donc gagné cette première manche. Il faut voir quand même que ils ont réussi en effet à déstabiliser tous les pays du Golfe, à démontrer finalement l'ampleur de leur stock de missiles, de leur production de missiles et de drones. Ils ont en plus joué toutes les cartes qu'ils avaient dans leur jeu, à commencer par Hormuz. Aujourd'hui, on voit mal comment on va réussir à rétablir cette circulation la navigation dans ce détroit. Donc, ils ont marqué véritablement des points. Ils s'imposent comme une puissance régionale. Et c'est vrai qu'on sent du côté de Washington à quel point on va essayer d'habiller, en fait, et d'expliquer que tout ça est une victoire américaine. C'est quand même pas ce qu'on ressent aujourd'hui. Alors dans un instant, on poursuit cette interrogation, victoire totale ou capitulation. L'Iran va rouvrir
Le détroit d'Ormuz, sous son contrôle, un détroit transformé, on va le résumer ainsi, en péage XXL et en sa faveur. La situation est-elle pire qu'avant ? On en parle notamment avec vous, Jean-François Colossimo. Soyez le bienvenu, comme toujours, sur ce plateau. Historien, directeur général des éditions du CERF, auteur du livre, notamment de ce livre-là, Occident, l'ennemi mondial numéro 1, aux éditions Albin Michel. Soyez le bienvenu. Merci. Tout va bien ? Tout va bien. Oui, dans le contexte, c'est toujours un peu moyen. Ça, c'est sûr. Ce qui se prépare, ce serait donc un péage... Comment ? On pense surtout à notre cher Liban. Alors, justement. Je me permets de dire notre cher Liban, parce que lorsqu'on est français, on connaît son histoire, on sait qu'on a un lien très particulier tout de même avec ce pays qui est en souffrance depuis maintenant 50 ans. Nous allons parler d'Ormuz, mais nous allons également reprendre la direction du Liban dans quelques instants, et vous verrez, nos équipes sont plongées dans ce chaos de Beyrouth. Regardez. Voilà, nous y retournons dans quelques instants, on en parle ensemble. Merci beaucoup, on se dit à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu Iran, le cessez-le-feu vole en éclats. On en parle avec mes invités bien évidemment, mais là c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Alors que le détroit d'Ormuz se débloque, 5 ou 10 centimes de moins le litre à la pompe très rapidement. En tout cas, Sébastien Lecornu veut que les prix s'alignent d'ici le début de la semaine prochaine. Le Premier ministre annonce que le gouvernement veillera à ce que les prix des carburants baissent aussi vite, je cite, qu'ils sont montés. Toujours sous l'effet du conflit au Moyen-Orient, au 1er mai, le tarif moyen du gaz va augmenter de 15,4%, un chiffre publié par la Commission de régulation de l'énergie. Cela représente 6,19 € en plus en moyenne. Nous avons vécu l'horreur quotidienne et l'arbitraire permanent. Voilà les premiers mots de Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont rentrés aujourd'hui en France après 4 ans de détention en Iran. Ils ont été reçus, vous le voyez, par le chef de l'État. Et Jacques Paris d'ajouter: l'un des objectifs sans doute était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes pas brisés. Nous allons expliquer, nous allons profiter de la vie. Vive la vie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h19. Nous reprenons le fil de ce grand dossier. Iran, le cessez-le-feu vole en éclats. Et regardez en image ce qui se passe en ce moment du côté de Beyrouth, qui n'a pas été inclus dans le cessez-le-feu selon Washington et selon Israël, mais ça donne ces images de chaos ces dernières heures, accélération de l'histoire. On en parle ensemble, toujours Elisabeth Shepard-Selam, Magali Barthez, colonel Père de Jong, toujours avec Lucas Manger également. Et merci beaucoup d'être avec nous, Jean-François Colossimo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors avant de revenir vers vous, on reprend la direction du terrain sans tarder pour retrouver Marion Russell. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sur place avec Camille Sow. Très simplement, expliquez-nous ce mot de chaos. Comment il se concrétise, comment il se vit autour de vous? Oui, chaos, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation qui est à Beyrouth en ce moment. Je vais m'enlever. Camille essaye de vous montrer juste derrière moi. C'est un hangar qui a été frappé ici, mais il y a une quinzaine de points de frappe au moins dans Beyrouth en l'espace de quelques minutes dans cet après-midi. Ici, donc on voit les secours sont en train d'essayer de déblayer, peut-être essayer de retrouver des victimes. Il y a beaucoup de questions sur les potentielles victimes encore sous les décombres. Ici, on ne sait pas exactement en fait comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, ça sera un temps ensuite, mais ici, là, c'est vraiment l'urgence qui prédomine. On est dans un quartier sunnite ici, un quartier d'une faction politique qui est distanciée du Hezbollah. C'est là aussi toute la question. Les points qui ont été ciblés cet après-midi ne sont pas tous dans la banlieue sud, qui est normalement celle évacuée et puis celle visée par Tsahal parce qu'elle abriterait des infrastructures du Hezbollah. Ici, on est vraiment dans un carrefour où des voitures passent énormément à Beyrouth, un point central de la circulation de la ville. Ça a été frappé sans être prévenu et vous le voyez ici, vraiment le chaos. Il y a les secours, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui viennent aussi pour essayer de récupérer des affaires. Beaucoup de détresse, beaucoup de chaos ici à Beyrouth. Et je vous le dis, c'est un des points sur une quinzaine, rien que pour la capitale libanaise. Le pays a été frappé aussi dans d'autres régions.
Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr. On continuera de vivre la situation sur place et de l'analyser ensemble. On voulait vous parler tout de même d'Ormuz et se poser cette question, victoire totale de Trump ou capitulation, voire même victoire iranienne sur certains points. Ormuz, donc, l'Iran semble mettre la main désormais sur ce détroit. Pour certains, la situation serait même pire qu'avant la guerre, puisque ce qui se prépare, ce serait un péage à $2 millions le passage. Comme vous le savez, le monde semble suspendu depuis près d'un mois à ce passage et à son déblocage. Alors, quand la réouverture doit-elle être effective? Que se passe-t-il en ce moment et comment les choses vont-elles se dérouler? On en parle ensemble, Magali Barthez. Je vous emmène avec moi. Vous avez un petit détour à faire, mais ça devrait bien se passer. Allez-y. Dans ce temps-là, je commence à parler. Regardez. Demain. Alors, Magali, vous allez nous dire que le trafic a commencé à reprendre doucement. Oui, il a repris, mais très doucement. On va regarder les images de Marine Traffic pour s'en rendre compte. Ce matin, il y a un vraquier d'un armateur grec qui a franchi ce détroit. Il a été suivi par un bateau battant pavillon du Liberia. Ce sont des premiers signes de détente, mais évidemment tout va pas se faire tout de suite parce que les armateurs doivent aussi contacter les assureurs, les équipages doivent aussi voir leur sécurité, donc tout ça va prendre du temps. Il y a quand même sur cette image un point, vous regardez les bateaux qui passent ne passent plus par le canal normal de ce détroit d'Ormuz, mais en fait les Iraniens les obligent à monter dans les eaux territoriales iraniennes autour de cette île pour ensuite redescendre. Et c'est là qu'en fait serait le péage. Il y a 800 bateaux qui sont pour le moment coincés dans le golfe Persique. 20 000 marins civils à bord depuis fin février quand même. Donald Trump dit, je le cite, on va rester dans le coin. Les États-Unis vont aider à désengorger le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Organisation mondiale maritime dit vouloir travailler à la mise en place d'un mécanisme de sécurité. Clairement, comment ça peut se passer? Normalement, déjà, c'est la liberté de circulation totale qui s'applique, puisque c'est la Convention de Montego Bay, la Convention de l'ONU. Normalement, il ne doit pas y avoir de contrôle, évidemment, dans ce détroit. Donc, on a vu aujourd'hui, en effet, cette agence de l'ONU, l'Organisation maritime internationale, commencer à s'en mêler, dire qu'elle allait essayer de mettre en place un moyen de garantir la sécurité. Et puis, il y a aussi cette initiative franco-britannique avec potentiellement certains pays du Golfe, dont nous parle souvent Emmanuel Macron, pour escorter des bateaux une fois que la situation sera calmée. Mais en fait, toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de la bonne volonté iranienne. Est-ce que les Iraniens veulent vraiment laisser faire, veulent coopérer? On peut quand même à cette heure en douter. Mais en fait, Ormuz va ressembler à un péage géant, je le disais. Oui, alors il y a le Financial Times aujourd'hui qui reprend les déclarations d'un porte-parole iranien qui dit ouvertement que l'Iran n'a aucune intention de remettre en cause son contrôle, qu'il faudra demander l'autorisation et qu'il y aura même qu'elle compte même réclamer $1 par baril de pétrole, $1 par baril, sachant que vous savez, le régime avait déjà évoqué cette taxe de 2 millions pour passer 2 millions de dollars par baril. Certains de cet argent seraient réclamés en monnaie chinoise. Le Financial Times parle même de paiement en crypto-monnaie. Il y a Bloomberg qui a fait une estimation. Ce péage, en fait, iranien, pourrait rapporter au régime jusqu'à 64 milliards de dollars par an. Vous imaginez, c'est un véritable hold-up qui pourrait bien déstabiliser tout le marché du pétrole. Merci beaucoup, Magali Barthez. Je vous montre un tweet qui résume bien la pensée de pas mal d'experts en ce moment. Le tweet de Gérard Haro qui dit « Trump a obtenu non seulement que soit réouvert le détroit d'Ormuz, qui était ouvert au début de la guerre, mais, et c'est pas fini, il ajoute que les bateaux paient désormais un droit de passage à l'Iran. Une victoire totale. » Alors je me tourne vers vous, Jean-François Colossimo. Est-ce que vous partagez cette ironie, voire cette colère de Gérard Haro face à ce que Donald Trump aurait obtenu et a fait de ce détroit d'Ormuz? Non, j'ai beaucoup de respect pour Gérard Haro, mais je pense qu'on a véritablement changé de monde, que nous peinons tous à vouloir le comprendre, que nous avons tous de la difficulté à l'accepter, ce qui est tout à fait normal. Mais je crois qu'on est véritablement désormais dans ce monde que prévoyait Carl Schmitt, qui est un auteur qui a une réputation un peu sulfureuse, parce qu'à un moment il pensait qu'il allait pouvoir influencer Hitler, etc., mais qui a prévu que, si vous voulez, notre monde qui reposait sur des valeurs universelles, sur une représentation partagée finalement, je dirais, de l'humanité, etc., allait basculer en fait dans un monde qu'il appelait pluriversel,
c'est-à-dire avec plusieurs centres qui allaient avoir des relations à la fois conflictuelles et marchandes, qui n'allaient correspondre qu'à la logique de leurs intérêts. Alors, vous voyez, c'est exactement la situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que, en même temps, vous pouvez bombarder l'Iran. Lorsque l'Iran résiste, vous vous rendez compte qu'après tout, c'est un partenaire, et en finir par partager avec lui les revenus potentiels d'un détroit dont la fermeture complète vous aurait coûté cher par rapport à vos alliés présumés, vous voyez, je veux dire. Donc, vous êtes aujourd'hui, en fait, dans des rapports de force qui sont dans l'immédiateté, et qui ne correspondent pas du tout à la logique. Par exemple, vous parliez de cette énième agence de l'ONU, n'est-ce pas, qui certainement sera complètement impuissante à régler quoi que ce soit, qui n'a aucun pouvoir, parce que l'ONU aussi, c'est fini, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que si on ne veut pas se rendre compte de tout ça, nous allons avoir des réveils extrêmement douloureux. Et par rapport à ça, je finirai par dire que la dernière fois qu'on a vu la France et l'Angleterre vouloir s'occuper de trafic maritime, c'était l'affaire du canal de Suez en 1956, et ça s'est fini par une débandade effroyable avec le retour de nos soldats et de ceux de Londres à domicile, avec l'appui d'Israël à ce moment-là, puisque Nasser avait nationalisé ce fameux canal que nous considérions le nôtre, n'est-ce pas, et pour lequel il était tout à fait hors de question que nous allions payer la traversée de nos bateaux. Nous la payons depuis. Voilà, moi je crois que là-dessus, il faut vraiment arrêter de dire que Trump est fou, qu'il soit imprévisible, qu'il soit caricatural, c'est certain. Je pense qu'il a véritablement une vision du monde très organisée qui nous dérange tellement que nous la rejetons évidemment d'instinct. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est capable de bombarder l'Iran, il est capable d'abandonner la population iranienne à son sort, et il est capable de dire, mais enfin, excusez-moi pour la grossièreté, mais enfin, il parlerait comme ça, mais il a de dire, et maintenant, où est le fric ? Allez-y, oui, Lucas. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas prendre Trump ni pour un idiot, ni pour un fou, et je pense même que tout n'est pas terminé, parce que on n'imagine absolument pas un Benjamin Netanyahou au pouvoir, il y aura normalement des élections à l'automne prochain, se contenter d'avoir une dictature militaire iranienne tenue par les Pasdaran aux portes d'Israël. Je ne vois pas comment aujourd'hui, à la fois en termes d'idéologie et de pragmatisme, les Israéliens peuvent se contenter de cette situation. Donc la situation telle qu'elle est là, vue de Tel Aviv, elle est provisoire. Et peut-être qu'à la Maison-Blanche aussi. L'histoire du détroit d'Ormuz, elle nous paraît folle aujourd'hui, il faut dire les mots, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on se retrouve avec un péage complètement contraire à toutes les lois maritimes et conventions Montego Bay. Mais peut-être que les Américains et les Israéliens se disent, dans 3 semaines, on aura déstabilisé, parce que les Israéliens vont continuer leur opération de déstabilisation du régime iranien. C'est plus le même régime, il y a un changement de régime, mais je ne vois pas comment Benjamin Netanyahou aujourd'hui peut laisser en face de lui un Iran pareil. Je rajouterais juste que même si dans les élections, donc les élections sont d'ici la fin octobre, enfin au plus tard le 27, même si c'est quelqu'un d'autre qui sera Premier ministre, on entend déjà l'opposition dire mais c'est impossible ce cessez-le-feu, c'est impossible de ne pas aller au bout. Donc effectivement, qui que ce soit au pouvoir risque d'avoir ça à gérer. Alors je me permets de vous interrompre puisque c'est en train de se compliquer encore du point de vue du cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce qu'on apprend par la voix du Wall Street Journal que l'Iran a informé les médiateurs qu'il ne participera aux pourparlers prévus avec les États-Unis à Islamabad que si un cessez-le-feu est obtenu au Liban. Voilà, au Liban. La situation au Liban, on s'y arrête à nouveau. Il faut voir les images pour comprendre vraiment ce qui s'y passe. C'est la plus importante attaque aérienne israélienne sur le Liban depuis le début de la guerre. On parle de centaines de frappes, on parle de centaines de blessés. Nous parlons de morts. Et voici les images. Et Marion Ressel est sur place avec Camille Souhaut. Marion Ressel, encore une fois, est-ce que vous pouvez raconter précisément à nos téléspectateurs ce qui se passe dans les rues de Beyrouth depuis quelques heures maintenant, ce que vous voyez, vous, autour de vous? Eh bien, tout simplement, le chaos, je vais m'enlever pour que vous puissiez voir. Là, on est sur les lieux d'une frappe auprès du rond-point de Kola, ça s'appelle. C'est un endroit où passent énormément de voitures. Vous voyez, c'est un hangar qui a été ciblé. On est dans un quartier sunnite, donc non affilié au Hezbollah, qui n'avait pas été évacué. Donc, vous voyez au milieu, voilà, c'est décombres et autour les immeubles résidentiels. On aperçoit des civils qui sont avec les secouristes au milieu de ces décombres, sans doute à la recherche d'affaires, de personnes peut-être, parce que le bilan il n'est pas encore établi, mais on parle de centaines
dizaines de blessés et de dizaines de morts, ne serait-ce que sur la capitale libanaise, parce qu'il y a une quinzaine de points comme celui-là qui ont été frappés. Tsahal revendique une centaine d'attaques en seulement 10 minutes. Ça a été extrêmement vite. Nous, on était dans le sud, on a aussi entendu ces attaques. Ça a été coordonné sur l'ensemble du territoire libanais. Ici, beaucoup de questions. Le chaos qui règne, l'urgence aussi qui continue d'être vraiment très présente, parce qu'il y a peut-être des gens encore sous ces décombres. Les secours sont là, on essaye de déblayer, de comprendre, et on essaye de rendre la vie de nouveau normale. Ça va être très compliqué, hein, évidemment, mais voilà, c'est un peu ces scènes-là qu'on a vues un peu partout dans Beyrouth. Il y a au moins une quinzaine de frappes seulement sur la capitale libanaise, et c'est ce que je vous disais, c'est l'entièreté du pays qui a été ciblée cet après-midi. Merci infiniment, Marie Russell. Merci pour votre travail avec Camille Souhaut sur le terrain. Bien sûr, faites bien attention à vous. On est avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien. Merci beaucoup d'être avec nous, Raphaël Jérusalemi. Merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous, un peu dans l'urgence, mais on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre ce que cherchent les services israéliens, ce que cherche Tsahal, ce que cherche le Mossad précisément également dans les rues de Beyrouth, qui justifie, qui explique ce déluge de feu ces dernières heures. Alors, à long terme, il s'agit effectivement de démanteler la force militaire du Hezbollah. Malheureusement, le Hezbollah se cache dans des zones peuplées, dans des zones urbaines, qu'il s'agisse d'entrepôts de munitions, qu'il s'agisse de centres de commandement. On connaît la méthode, on l'a vu avec les Iraniens, on l'a vu avec le Hamas, la méthode du bouclier humain. L'opération d'aujourd'hui, donc, à court terme, a été en fait une opération préparée de longue date. On parle de 100 cibles à la fois, simultanément, 100 cibles différentes, élimination ciblée de commandants, destruction d'entrepôts, attaque de camps d'entraînement du Hezbollah, inclus plus profondément vers le nord du Liban, dans la vallée de la Bekaa, et pas seulement donc à Beyrouth. Cette opération a été avancée. La date a été à aujourd'hui, tout simplement parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des pressions des Américains, de la communauté internationale sur Israël, parce qu'on va faire un lien qui n'existe pas entre ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah, et entre ce qui se passe entre les Américains et l'Iran. Mais les Israéliens sont bien conscients des pressions qu'ils vont subir, et donc ils ont décidé d'agir aujourd'hui sur cette action qui était prévue pour plus tard. Raphaël Jérusalemi, mais effectivement, je me tourne à nouveau vers vous, Jean-François Colossimo. Quand on apprend que les Iraniens disent, en raison du Liban, nous n'irons pas dans ces conditions à la table des discussions à Islamabad. Oui, allez-y, vous vouliez dire ? Oui, je veux dire il faut quand même aussi réaliser deux choses. La première, évidemment, avec la tristesse qu'on a de voir encore ces images de Beyrouth dévastées. Enfin, la première, c'est quand même que le Hezbollah est vraiment un cancer qui a, je dirais, failli tuer le Liban depuis des années, que le Hezbollah, comme l'Iran, a toujours professé la destruction d'Israël, que Israël prend des tirs de toutes sortes, roquettes, artillerie, etc., du Hezbollah. Je crois que c'est quelque chose comme 15 000 tirs ces 3 dernières années, n'est-ce pas ? Et que donc, après le 7 octobre et avec la guerre actuelle, il y a effectivement une volonté d'Israël d'en finir avec le Hezbollah au moment, c'est vrai, où les Libanais, y compris les chiites, commençaient à ne plus en pouvoir du Hezbollah, mais sans que jamais, en fait, le camp supposé de la liberté, les États-Unis, l'Europe, la France, n'aient véritablement aidé les Libanais légitimes à se débarrasser non plus du Hezbollah, je veux dire. Donc c'était une situation, voilà. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que cette guerre qui était internationale, à laquelle les États-Unis veulent mettre, non pas un terme, mais enfin, veulent, je dirais, imposer une sorte de trêve, elle redevient régionale, et Israël, évidemment, se précipite pour cogner le Hezbollah, de la même façon que l'Iran se précipite pour cogner les monarchies arabes, les pétrolières. Pourquoi ? Parce que, en fait, la lutte redevient une lutte pour l'hégémonie au Moyen-Orient entre Téhéran et Tel Aviv. C'est ça, voilà. Et que, effectivement, les Israéliens se disent que, avec le fait que les Américains, pour l'instant, n'est-ce pas, suspendent la guerre, mais il faut que rapidement ils réalisent leurs atouts qu'ils avaient prévu peut-être de réaliser plus tard, comme le disait notre spécialiste tout à l'heure. Je crois que donc on est dans un phénomène où finalement les Israéliens certainement vont s'arrêter de cogner de manière à ce que les Iraniens pourparlers aient lieu. Ils ont essayé de réaliser un ultime avantage avant la trêve, et ils vont commencer à réfléchir à comment affaiblir le pouvoir iranien qui va rester en place
même s'il y avait une espèce de fausse paix qui s'installait. Alors, quelles sont les intentions d'Israël dans les prochaines heures, alors que l'Iran met la pression et dit on n'ira pas à la table des négociations si ça se poursuit au Liban? On pose la question à Gwendoline de Bono, qui est en Israël. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono, d'être avec nous. Imaginez-vous donc que Israël, Tsahal, ralentisse son bras parce qu'il y a cette pression iranienne. Vous qui expliquez sur cette antenne aujourd'hui, pour vous avoir écouté et l'avoir noté, que du côté d'Israël, on assure que rien n'est terminé. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, c'est l'armée qui dit que ce qu'on vient de voir à Beyrouth, cette campagne de frappe massive, n'est pas une campagne de frappe finale, que l'opération est appelée à se poursuivre. D'ailleurs, Israël a donné un nom à cette opération qui est obscurité éternelle. Toutefois, ceci étant dit, quand vous discutez en privé avec des responsables de l'appareil sécuritaire israélien, ils vous disent qu'il est tout de même, probable qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban dans les prochains jours, parce que les Américains ne laisseront peut-être pas le choix à Israël. Donc c'est plutôt ça le scénario qui est envisagé, même si cela reste un point stratégique important pour les Israéliens, de détacher le front iranien du front libanais. Israël n'a pas la liberté totale de le faire, et cela devra être vu en coordination avec l'administration Trump. Par ailleurs, ce qui est très important pour Israël, et là on sent qu'il y a toujours un alignement américain et israélien, c'est sur l'issue de ces négociations. Et à l'issue de ces négociations, il y a un point où les Israéliens vraiment ne transigent pas, c'est la question du militaire, la question du programme nucléaire militaire iranien. À la fin de cet accord, je cite une source israélienne, l'uranium hautement enrichi doit être sorti d'Iran, la question de l'enrichissement doit être réglée, et là-dessus, il y a le sentiment en Israël que les Américains sont toujours d'accord là-dessus, ce qui fait craindre à plusieurs sources avec qui nous avons parlé que les hostilités reprennent après le cessez-le-feu. Merci infiniment, Gwendoline de Bono, avec Vincent Wartner depuis le terrain. Je viens vers vous, mais Raphaël Jérusalemi est toujours avec nous, ancien du renseignement israélien. Obscurité éternelle. L'opération s'appelle Obscurité éternelle, nous dit Gwendoline de Bono. Derrière ces mots, est-ce qu'on peut imaginer un instant les services israéliens, encore une fois, ralentir leurs bras parce que l'Iran met la pression et menace de ne pas aller à la table des discussions? Ou pour vous, cette fois-ci, Israël ira quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte jusqu'au bout? Alors, jusqu'au bout, oui, mais avec peut-être une interruption momentanée pour faire plaisir à la Maison-Blanche, qui veut donner donc sa chance à cette négociation, à ce cessez-le-feu avec Téhéran. Il se peut que nous obéissions, car nous dépendons des Américains pour un soutien logistique de munitions. Et donc, nous sommes peut-être obligés de plier le genou, oserais-je dire. Ceci étant dit, c'est ce soir qu'il y aura une réunion du cabinet de sécurité à Jérusalem. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour férié en Israël. Et donc, ce soir, il y aura une réunion du cabinet de sécurité et la décision va être aux politiques. Parce que si vous demandez aux militaires leur avis, il faut y aller à fond la caisse, mettre le paquet et justement profiter du cessez-le-feu en Iran qui libère tous nos pilotes, qui libère énormément de moyens pour mettre le paquet sur le Hezbollah. Donc une décision politique. Je rappelle juste pour terminer que Israël n'est pas partie prenante de cet accord de cessez-le-feu, de ces négociations. Israël est hors jeu, c'est quelque chose entre Washington et Téhéran. Et donc on pourrait aussi imaginer que nous forcions la main à l'envers des Américains, et ça nous arrange extrêmement que Téhéran ne veuille pas aller à Islamabad parce que nous attaquons le Hezbollah. Alors peut-être allons-nous continuer à attaquer le Hezbollah, et je peux vous assurer une dernière chose, c'est que les pays du Golfe, inclus l'Arabie Saoudite, sont avec nous dans ce rejet du cessez-le-feu avec Téhéran, et qu'il faudrait effectivement continuer à faire le travail. Alors merci, on reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Pas mal de réactions. D'abord sur la dépendance militaire de Tsahal vis-à-vis des Américains. Est-ce qu'ils sont si dépendants qu'ils vont devoir suivre Washington si Washington dit stop? Il connaît bien son sujet, bien évidemment. Que les Israéliens sont subordonnés aux livraisons d'armes, le Patriot, etc. Tout l'ensemble de l'armement, en tout cas missile, via les États-Unis. Le deuxième point, c'est qu'on voit que les Israéliens, à travers les propos de Jérusalem, sont intéressants, puisqu'en fait, il dit aux Iraniens, chiche.
vous n'allez pas aux discussions, et ça nous arrange. Le troisième point, c'est Naïm Kassem, on n'en parle pas du tout. Je suis assez étonné parce que c'est comme lui la cible massive, potentiellement c'est lui le patron du Hezbollah au Liban, et personne n'en parle. Donc je me dis, est-ce qu'ils l'ont atteint ou pas? Bon, ça ne changera pas grand-chose parce qu'un autre va se régénérer derrière, mais concrètement, on n'en parle pas du tout. Lucas Manger, et allez-y après Jean-François. Les relations entre Netanyahou et Trump sont compliqué. Il y a un article extraordinaire que je recommande à vos téléspectateurs de lire s'ils lisent l'anglais dans le New York Times aujourd'hui qui raconte les 3 semaines précédant l'opération entre le 11 et le 28 février et la pression qu'a mis Benjamin Netanyahou sur Donald Trump, mais sur Donald Trump seul, puisqu'autour de Donald Trump, J.D. Vance, le chef d'état-major, Rubio, n'étaient pas pour le déclenchement de cette guerre. Et donc là, il y a un resserrement autour de Donald Trump des équipes de la Maison-Blanche pour dire maintenant, ça suffit. On arrête, on négocie avec les Iraniens. En revanche, pour Benjamin Netanyahou, c'est une situation extrêmement complexe parce que lui, effectivement, il ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est dealé entre guillemets la nuit dernière et de ce qui va pouvoir se dealer au Pakistan, à Islamabad, s'il y a des négociations qui ont lieu. Mais faut jamais oublier que tout ça n'est pas monolithique entre Trump et Israël. Alors Jean-François Colossé, vous faisiez comme ça avec votre main. Oui, sur les pays arabes qui suivent inconditionnellement Israël, il est clair que les monarchies du Golfe, là, ont découvert d'abord que la protection des États-Unis ne valait quand même pas tant que ça, n'est-ce pas? Ça faisait d'ailleurs antérieurement, ces mêmes monarchies cherchaient d'autres solutions. Rappelez-vous que, personne n'y croyait vraiment, mais la Chine était à l'origine d'une sorte de traité entre Téhéran et Riyad, n'est-ce pas? Bon. Donc je crois que non, la situation est vraiment complexe, comme on vient de le dire, pour Netanyahou. Je voudrais ajouter un point, c'est la difficulté d'extirper un mouvement comme le Hezbollah. Le Hezbollah, il est né, je dirais, de cette folie qui a été la transcription par un ayatollah qui s'appelait Sadr, de la théologie de la libération qu'il avait apprise auprès d'un évêque libanais, qui était surnommé l'évêque rouge, Monseigneur Haddad. Et en fait, c'est le peuple en armes. C'est tout le peuple qui est en armes. C'est les femmes, ce sont les enfants. Le Hezbollah, c'est un mouvement qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, mérite d'être étudié, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui a réussi, en fait, à véritablement être un mouvement qui touche toutes les classes sociales de la société chiite, engage tous les âges, engage les deux sexes, etc., etc., etc. Donc, effectivement, d'une part, ça oblige les Israéliens à taper dans des endroits qui semblent civils. C'est parce qu'il n'y a pas de distinction dans le Hezbollah entre, finalement, la branche civile et la branche militaire. C'est ça qu'il faut tout de même comprendre, ce que les Iraniens ont réussi aussi en Iran, à Téhéran, avec le régime de Khomeini, où il y a un encadrement total, et vous êtes face, en fait, à un régime insurrectionnel, un régime de révolution permanente. C'est ça aussi le Hezbollah. Quand vous tapez le Hezbollah, il y a des dégâts partout. Parce que le Hezbollah est partout, dans toute la société chiite. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur une nouvelle information, puisque la tension est encore en train de monter d'un cran. Cette fois, l'Iran menace de ne pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Il resterait fermé. C'est le chef du comité de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien qui le dit. Après l'agression israélienne contre le Liban, tous les plans d'ouverture du détroit d'Ormuz doivent immédiatement cesser jusqu'à ce qu'il y ait des garanties que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu. On en parle bien sûr juste après avoir retrouvé Arthur Saradin sur le terrain. Le Liban, vous y êtes, vous êtes au cœur de Beyrouth et c'est vous qui nous faites vivre ce chaos depuis des heures maintenant sur le terrain. Expliquez-nous encore une fois, on parle maintenant de dizaines de morts du côté libanais. Oui, et un bilan qui est forcément amené à s'alourdir. Je vais vous montrer où je me trouve en ce moment. On est à Ain Emreise, c'est un quartier huppé de la capitale, au nord, près d'un endroit qu'on appelle Zaytouna Bay, qui est un endroit plutôt de plaisance, près d'une corniche assez touristique. Et ce qui a été détruit derrière moi, c'est une habitation civile qui est entièrement effondrée aujourd'hui. Le chef de la défense civile qui se trouve derrière moi me parlait de 20 morts, 7 personnes encore sous les décombres. On voit encore, je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous le voyez, mais dans ces décombres, eh bien, il y a des effets personnels des habitants. On retrouve des photos, on retrouve des livres, on retrouve des peluches. On voit des personnes qui sont allées faire des photos de famille, un voyage dans la région de Baalbek. Donc, quand on parle à ces civils qui sont ici, au cœur de Beyrouth,
dans des quartiers qui jusqu'à présent n'étaient pas sinistrés. Et pour beaucoup sont des déplacés, les mots sont très durs. La peur est vraiment omniprésente. Il y a un sentiment de ne plus être en sécurité nulle part. L'armée israélienne détruit donc des zones résidentielles entières. On a pu voir plus tôt avec vous à Barbour tout un pâté de maisons qui avait été réduit en cendres. Et les habitants n'ont pas de mots assez grands pour raconter ce qu'ils appellent un crime de guerre, une punition collective, et ce que nous on constate en tout cas comme étant des frappes indiscriminées dans tous ces quartiers de Ain Mreissé. Vous le voyez même, je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière moi, il y a des très vieilles maisons ici, on dit qu'elles sont faites en hajar ramlé, ça veut dire en pierre sableuse. C'est des maisons qui sont très fragiles, qui sont très anciennes, qui font partie du patrimoine beyroutain depuis bientôt un siècle et qui à chaque frappe se fragilisent et ajoutent au décor de destruction. Merci infiniment Arthur Saradin, comme vous nous faites vivre parfaitement les choses. Merci beaucoup. Les images étaient très poignantes. Vous nous avez montré ces effets personnels par terre, ces doudous, ces nounours également, à même le sol, parce que c'est ça la réalité de ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup à Arthur Saradin. C'est tout à fait poignant. Et donc, on revient sur cette information avec l'Iran qui referme le détroit d'Ormuz, en tout cas, qui menace de le faire. Je reprends le début de cette émission. Qu'est-ce qui peut encore sauver le cessez-le-feu à ce stade ? Parce que le cœur du cessez-le-feu, c'était de dire vous rouvrez Ormuz et pour le reste, on peut se retrouver et parler. Si Ormuz est fermé, mais que reste-t-il de ce cessez-le-feu ? On va le voir, on frappe sur les monarchies du Golfe. L'Iran est frappé en retour, le Liban est pilonné, on menace de refermer Ormuz. Que reste-t-il du cessez-le-feu ? Là, à l'heure où on se parle, pas grand-chose, mais il faut attendre quelques heures. Il y a eu une accélération de la part des Israéliens qui voulaient taper un certain nombre de cibles du Hezbollah avant que Trump n'appuie vraiment sur le frein, comme il l'a fait au mois de juin. Mais il est encore possible que les discussions reprennent et que vendredi, il y a des discussions à Islamabad. Faut pas être trop pessimiste. On est dans des 24 heures qui suivent une guerre extrêmement intense de 5 semaines. Et évidemment, le Liban va représenter l'espèce d'étincelle absolue. Si les Israéliens acceptent ce soir et se disent que leurs objectifs militaires, eux, de leur point de vue israélien, sont à peu près atteints au Liban, ils peuvent d'eux-mêmes dire on se calme quelques semaines, on attend de voir. Ça reste possible. Vous connaissez Israël par cœur, Elisabeth Shepard-Selam. Imaginez-vous effectivement que derrière cette tension se cachent potentiellement des heures de redescente où chacun va se dire on est monté au maximum de notre pression et maintenant regardons. Je pense que c'est tout à fait plausible et probable. Comme disait Raphaël Jérusalemi, c'est quelque chose qui a été préparé. C'est pas quelque chose qu'ils font sur un improvisation. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que l'appel de Washington risque d'arriver. Barak Ravid d'Axios disait que hier, donc quand Trump appelle Netanyahou, il parle du cessez-le-feu. Et la première question de Netanyahou, c'est cette question du Liban. Et donc, Trump ne dit pas non. Mais on sait très bien, et pas que en juin, régulièrement, il peut dire non et dire stop. Et les Israéliens savent qu'il faut accélérer avant ce moment-là. Allez-y, Magali. Pour aller dans le sens d'Elisabeth, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, vient de dire que c'était le coup le plus dur pour le Hezbollah depuis l'affaire des beepers piégés, vous savez, en 2024. Parce qu'en effet, les frappes étaient extrêmement coordonnées et manifestement ciblés pour éliminer des dirigeants du Hezbollah. Face à ça, c'est compliqué pour l'Iran de ne pas réagir quand même. Le Hezbollah, c'est son axe de la résistance. Évidemment, c'est un mouvement qu'il porte à bout de bras. Donc, qu'il menace aujourd'hui de fermer le détroit d'Ormuz, je pense que c'est pas pour autant qu'il va le faire, mais il est obligé aussi, vis-à-vis de la société libanaise, du Moyen-Orient, de hausser le ton. Et c'est une question de crédibilité aussi. Je crois pas. Oui, plus qu'obligé. Ils sont quand même redoutablement intelligents, n'est-ce pas, ces Iraniens qui sont au pouvoir, ils capitalisent. Trump veut faire la paix. Alors, des deux côtés, on a regardé un peu l'état de ses munitions. On s'est dit qu'on n'aimerait pas être le premier à jeter l'éponge. C'est ça qui s'est passé. Donc, on s'est dit, il est temps, là, ça y est, de faire une trêve, quoi, pour essayer de voir si on peut arriver à quelque chose. Les Iraniens, ils ont gagné dans leur esprit. Pourquoi ? Parce que tout le temps qui passe sans qu'ils soient détrônés, pour eux, est une victoire. C'est aussi simple que ça. Alors, dans cette optique-là, ils capitalisent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ah oui, alors on est d'accord, réouverture d'Ormuz et pour parler à Islamabad. Ah, attention,
Mais pas comme ça. Il faut mettre un peu plus sur la table, Monsieur Trump. Il faut rajouter la mise, là. Ça va pas du tout. Tenez un peu les Israéliens. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Le Hezbollah, on vous a pas protégé. Ça fait longtemps qu'on vous protège plus. Ça y est, on est de retour. On vous protège à nouveau. Et on lance un message à toute la région. Enfin, ils sont redoutables de ce point de vue-là. Ce sont d'excellents orientaux dans l'économie du temps et dans le fait de, quand la désescalade advient sur l'essentiel, provoquer une escalade sur tous les côtés annexes. Alors justement, on va continuer d'en parler, les côtés annexes. Et donc le détroit d'Ormuz qui est toujours au cœur, on l'a plus du tout annexe pour le coup, au cœur des menaces. L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz. Sonia Dridi, on vous retrouve à nouveau du côté de la Maison Blanche, parce que tout le monde est d'accord ou presque autour de ce plateau, et même du côté d'Israël, pour dire la situation maintenant, elle va tenir potentiellement au coup de fil de Trump. Que va-t-il dire à Netanyahou? Va-t-il lui dire maintenant, il faut stopper, il faut ralentir, parce que le cessez-le-feu est en jeu, parce que Ormuz est en jeu? Ils vont prendre les tirs. Alors, on ne sait pas, on n'a pas beaucoup plus de détails, mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a envie de tenir son calendrier d'une guerre qui dépasserait pas plus de 6 semaines. Il a notamment, on le sait, appelé Netanyahou avant d'accepter ce cessez-le-feu. Et même si, il écoute beaucoup ce que lui dit le Premier ministre israélien, il s'est notamment laissé convaincre. Ça, beaucoup de responsables américains l'ont dit aux médias ici. Que ce serait une guerre rapide. Au final, c'est Trump qui prend ses décisions et qui donne le ton. Et Donald Trump, on le voit, pense déjà à la suite, parce que il a déclaré, notamment au New York Post, que lors des négociations, qu'il y aurait de très bientôt des négociations en personne. Il a même dit que Steve Kushner, son envoyé spécial, et Steve Witkoff, son envoyé spécial, et Jared Kushner seraient présents. Il a dit que ce ne serait pas sûr que J.D. Vance, le vice-président, soit présent pour des raisons de sécurité. Mais on sent bien que Donald Trump a envie d'avancer et espère que cette trêve va tenir, et espère également obtenir plus de la part des Iraniens dans les prochaines semaines. La porte-parole de la Maison-Blanche a également déclaré tout à l'heure que le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu. Donald Trump l'a également, lui, dit à une journaliste de PBS en disant qu'en raison du Hezbollah, le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu. Mais on sait aussi que Donald Trump peut rapidement changer d'avis, qu'il sent peut-être la pression monter, notamment de la part des Iraniens, et qu'en effet, il pourrait être ferme vis-à-vis de Netanyahou dans un prochain appel. Merci, précieuse Sonia Dridi, correspondante accréditée à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Raphaël Jérusalemi, on est toujours ensemble. Est-ce que cette nouvelle menace des Iraniens de fermer le détroit d'Ormuz peut changer la donne du côté d'Israël et ralentir le mouvement des frappes sur Beyrouth qui est dans le chaos présentement? Oui, si cela fait pression sur la Maison-Blanche, qui fera à son tour pression sur Jérusalem. Les Iraniens sont extrêmement malins, parce que cet enjeu du détroit d'Ormuz n'existait pas avant le début de ce conflit il y a un mois. Donc ils ont mis ici un enjeu complètement différent. Ils ont décalé toute la négociation vers l'histoire du détroit d'Ormuz. On parle même plus du nucléaire, on parle plus du balistique, on parle même plus surtout du peuple iranien. Il est complètement oublié. Et donc on parle que du détroit d'Ormuz et un petit peu aussi du Hezbollah. Mais comme vous le dites, ça sera probablement une pression américaine qui pourra forcer les Israéliens à s'arrêter s'il le décide, car ce n'est pas sûr. Je voudrais rappeler une chose, d'abord signaler que moi, en tant qu'Israélien, je déplore sincèrement et je regrette tous les dommages collatéraux qui peuvent être infligés au peuple libanais, qui est un peuple ami d'Israël, en fin de compte, au fond. Et c'est extrêmement déplorable et tragique de voir qu'il y a dans cette guerre, malheureusement, des dommages collatéraux dus à l'utilisation du bouclier humain. Mais je voudrais juste rappeler que dans l'autre sens, et c'est la raison pour laquelle peut-être Israël ne peut pas se permettre d'interrompre le combat au Liban, c'est qu'il y a depuis quelques semaines des centaines de roquettes et de drones qui ont été jetés directement, et là uniquement sur des cibles civiles israéliennes, sur des villages, sur des kibboutz, sur des écoles israéliennes. À la différence donc du Hezbollah, le Tsahal ne vise pas les civils, il vise des cibles militaires qui sont cachées parmi les civils, alors que le Hezbollah vise directement les civils israéliens. Il y a d'ailleurs des victimes dans l'autre sens, et donc je déplore de deux côtés, bien sûr, les dommages collatéraux. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même, je termine là-dessus, il y a un besoin sécuritaire
évident de se prémunir de la menace du Hezbollah, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe entre Washington et Téhéran. Je voudrais qu'on s'arrête sur un point. Raphaël Jérusalemi disait à l'instant, la force de l'Iran, c'est qu'il a réussi à décaler complètement la focale. Et maintenant, il n'est plus question de balistique, de nucléaire, mais renvoie toujours au détroit d'Ormuz et tient le monde à nouveau. Il suffit de quelques heures et à nouveau, il tient tout le monde par le détroit d'Ormuz. Et rétrospectivement, donc, il est accablant de penser que, effectivement, à Washington, au Pentagone, n'a pas pensé à ce fameux détroit d'Ormuz qui a été une clé de chantage pour Téhéran, dont je dirais que, je crois qu'on peut le dire, ça a été dit sur ce plateau par différentes personnes. Vous voyez, le détroit d'Ormuz, c'est un peu une question, je dirais, de qualification pour entrer dans une classe de géopolitique, quoi, n'est-ce pas ? Même en classe de 6e, je dirais. Oui, mais en classe de 6e. Donc, voilà, ça va. En même temps, attention aux États-Unis, il se peut aussi que Trump soit sensible au fait que toute sa base n'est pas chrétienne sioniste, n'est pas pour Israël, qu'il y a même une forme d'antisionisme fort dans le mouvement MAGA, voire d'antisémitisme traditionnel aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, voyons que lui-même, il a sa propre ambivalence électorale par rapport à Netanyahou, qui a ses propres échéances, lui aussi, électorales. Pour nos téléspectateurs, il faut rappeler qu'il n'y a pas que le Liban, il y a surtout le Liban, mais il n'y a pas eu que ça ces dernières heures. Il y a eu des frappes. L'Iran dit avoir subi, en tout cas, des attaques contre la raffinerie de pétrole de l'île de Lavant. Par ailleurs, les monarchies du Golfe ont été sous le feu. Également de frappes. Bahreïn frappé, Émirats frappé. Le Koweït assure que des sites pétroliers et électriques ont été frappés. Marianne Cottoneuf, vous êtes avec Marine Truchot à Doha. C'est toute la région qui est à nouveau, quelques heures seulement après l'annonce du cessez-le-feu, sous pression maximale. Oui, alors ça s'est passé ce matin et c'est vrai que quand il y a un cessez-le-feu, vous savez, il y a toujours un temps de latence, parce que notamment avec des commandements décentralisés, il faut le temps que l'ordre arrive. Donc parfois ça arrive, c'est arrivé dans plusieurs cas, il y a un petit temps où il continue à avoir des frappes avant que le cessez-le-feu ne rentre vraiment en action. Cela dit, il y a encore ça et on se demande ici si c'est pas de nouveau un coup de pression de l'Iran. Et ici, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait de nouvelles frappes. Vous savez, nous, cette nuit, on a encore eu des frappes alors qu'on était à 2 doigts de conclure le cessez-le-feu. On en parlait déjà beaucoup. Et pourtant, pour la première fois depuis que nous sommes ici, nous avons été en alerte et on a entendu de fortes explosions dans la région de Doha. Donc, en fait, ici, on s'attend à ce que ça continue un petit peu. Néanmoins, on reste confiant. Les pays du Golfe ont toujours voulu la désescalade parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est bien sûr la réouverture totale du détroit d'Ormuz. C'est aussi, pouvoir refaire une bulle de sécurité avec ces monarchies du Golfe, même si ça sera compliqué, parce que dans les esprits maintenant, le mal est fait, mais néanmoins refaire au moins du business, parce qu'ici, beaucoup de choses sont à l'arrêt, on voit beaucoup de magasins qui sont fermés, parce qu'il n'y a plus de touristes, les avions qui restent encore très rares, donc on aimerait bien que tout ça se normalise, même si ça prend un petit peu de temps. Marianne Cottoneuf, merci à Marine Truchot qui est avec vous. Merci à vous sur ce plateau, Jean-François Colosimo. Merci beaucoup Elisabeth Shepard-Selam, Magali Barthez, merci Lucas Manger. Colonel, merci infiniment. Et merci bien sûr à vous de nous regarder. Vous pouvez nous écouter, le QR code il est en bas pour scanner, flasher et nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Le QR code il est pas en bas, vous inquiétez pas. Vous le retrouverez demain. Ah non, il est là, ça y est.